Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Emmanuel de Varesquiel. Emmanuel de Varesquiel, bonjour. Bonjour. Bonjour Emmanuel de Varesquiel, merci en fait de me recevoir chez vous au cœur de Paris. Emmanuel de Varesquiel, Sans masque. Sans masque, oui, on a enlevé le masque en entrant chez vous. Vous êtes historien, auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont beaucoup sont des best-sellers. Vous êtes le spécialiste de la Révolution française, mais aussi de la Restauration. Vos ouvrages sont considérés comme des références incontournables. J'ai en tête Talleyrand, bien sûr, mais je sais que la liste est longue. On en parlera. Avec vous, on ne cesse de revisiter et d'approfondir cette période si agitée, si riche, si violente de l'histoire de France, qui nous a tous profondément influencés. On côtoie en permanence des grands personnages comme Marie-Antoinette, Bonaparte, Fouché, Chateaubriand, même Stendhal, à qui vous avez consacré un essai qui était publié l'an dernier chez Gallimard. Merci Emmanuel de Varesquiel d'avoir accepté de participer à un épisode de ce podcast. Je voudrais savoir, pour commencer cet entretien avec vous, quel est votre regard sur les temps que nous vivons en ce moment, vous qui êtes à la fois historien et chrétien? De quel point de vue? Du point de vue de nos sociétés démocratiques, on est certainement au milieu d'une période de crise et de mutation profonde. Le paradoxe très prégnant, qui est plus l'affaire des sociologues que des historiens d'ailleurs, c'est celui de ces libertés individuelles nées en 1789, qui sont de plus en plus absorbées par, ça ressemble un peu à du Kafka d'ailleurs, par une sorte de mécanique administrative et commerciale qui fait que d'un côté l'individu essaye de survivre à cette dilution de ses libertés individuelles et de ce qu'il est comme individu, désespérément, je dirais. Et de l'autre, il se retrouve face à cette machine, à cette démocratie de plus en plus bureaucratique et administrative qui fait de lui un individu anonyme. Au fond, la crise actuelle, elle résulte d'une peur profonde, qui est la peur de l'anonymat. Et je pense que beaucoup de ces révoltes populaires qu'on a connues récemment, je pense aux Gilets jaunes, sont la résultante de cette peur absolue de l'anonymat. Gracq a écrit quelque chose de très beau là-dessus dans un petit livre qui vient d'être publié. Ce sont des inédits qu'on a retrouvés à la Bibliothèque nationale. Julien Gracq ? Oui, Julien Gracq, chez José Corti. Il parle de l'œil du veau dans la nuit pour qualifier cette machine administrative. Je trouve l'expression assez intéressante. Et par ailleurs, il parle de cet individu. L'œil du veau dans la nuit, ça fait peur. L'œil du veau dans la nuit, ouais, je trouve l'expression formidable. Et d'autre part, il parle de ces individus que nous sommes de plus en plus nus et isolés face à un univers qui relève à la fois de l'État et de la mondialisation et qui absorbe son individualité. Je pense que d'ailleurs le succès des réseaux sociaux est une des conséquences de ce paradoxe-là. Les libertés individuelles acquises grâce à la Révolution et la démocratie et cet empiètement ou ce grignotage progressif de ces mêmes libertés qui restitue l'individu à l'anonymat absolu des numéros, des comptages et des statistiques. Est-ce que c'est un peu pour ça que vous n'êtes ni sur les réseaux sociaux et que vous n'avez pas de téléphone portable ? J'ai pas de téléphone portable parce que je suis distrait et que si j'en avais un, je le perdrais au bout de 2 jours. Et par ailleurs, je n'aime pas le téléphone portable pour la raison suivante, c'est que il est l'expression d'un changement du changement absolu que je n'aime pas, des rapports que nous avons avec le temps. Nous nous constituons dans des rapports de temps.
qui sont des rapports entre le passé, le présent et le futur. Le portable est l'instrument de la dictature de l'instant. C'est-à-dire que c'est l'instrument de la discontinuité du discours. Moi, je suis l'homme des continuités, pas tant des héritages, mais en tout cas des continuités à la fois intellectuelles, mais aussi historiques. Et je n'aime pas le portable pour cette raison. Il y a une autre raison pour laquelle je ne l'aime pas, c'est que je ne sais pas si vous avez observé les gens dans la rue avec leur portable. Ils ne voient ni ne regardent plus rien, le monde disparaît. Ils regardent leurs pieds, le bitume qui se trouve en dessous. Il y a une espèce d'autisme du portable que je n'aime pas. Alors, il reste d'autres moyens de communication, hein. J'ai un téléphone fixe et j'ai tout de même un ordinateur et une boîte mail. Et vous répondez à un podcast qui est tout à fait numérique. Je suis très heureux de participer à des podcasts, à des blogs et à ces réseaux sociaux qui, comme tout, conduisent au pire et au meilleur. C'est-à-dire à la fois une extraordinaire effervescence intellectuelle qui permet de mettre en contact des intellectuels ou des savants qui tournent autour des mêmes questions, des mêmes périodes ou des mêmes intérêts, mais en même temps qui crée évidemment de la distanciation et de la dissociation entre communautés qui, à force de vivre entre elles, ne se parlent ni ne se comprennent plus. Et cet autisme-là, je l'ai tellement vécu à travers mes travaux sur la Révolution française, cet autisme entre l'ancien monde et le nouveau monde, je l'ai vécu en travaillant je l'ai vécu, en tout cas, je l'ai appréhendé en travaillant entre autres sur le procès de Marie-Antoinette en octobre 1793. Et voilà, donc comme toujours, il n'y a pas de conclusion univoque. Les réseaux, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Si vous me permettez, Emmanuel de Varesquiel, de faire appel aux chrétiens que vous êtes, vous avez fait un premier constat du monde qui est assez inquiet. Comment on fait pour garder l'espérance ? Écoutez, je pense que la foi vous donne une sorte de bienveillance et de confiance, peut-être même de courtoisie, que d'autres peuvent très bien avoir, mais que je vis comme tel. Et puis, je dirais certainement une forme d'optimisme. Et puis, vous savez, je suis le dernier rejeton d'une famille qui a survécu à peu près à tout, à l'intelligence, à la cour de Versailles, à la Révolution, à la guillotine, aux 2 guerres mondiales, au fisc et au code civil. Donc, une fois qu'on est sorti de tout ça, je pense qu'on peut être optimiste. Je suis optimiste. Même si mon constat, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, ne l'est pas. On a le sentiment d'assister en ce moment à un emballement de l'histoire, crise écologique sans précédent, pandémie interminable. Est-ce que c'est une illusion ou une réalité ? Quand vous qui avez une vision de l'histoire, est-ce que vous pensez qu'on vit un moment charnière ou pas ? Je voudrais revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai parlé de bienveillance. Je voudrais aussi parler je dirais que c'est un élément essentiel de la foi, de la capacité à pardonner. Je crois que d'ailleurs les deux vont ensemble. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, si je vous repose ma question, est-ce qu'on vit un moment charnière de l'histoire ? On vit certainement une crise des régimes démocratiques, on vit une crise des États, une crise des nations sur fond de mondialisation et probablement aussi, je pense, une crise du capitalisme qui s'exprime d'ailleurs, on parlait des réseaux sociaux, qui s'exprime par cette omniprésence de ce qu'on appelle les GAFA, cette absence de concurrence et cette domination monopolistique qui finit par mettre en brèche le pouvoir même des États. Enfin, on le voit, l'épisode récent de ce qui s'est passé aux États-Unis et de la fermeture du compte Twitter du encore président pour quelques jours, Donald Trump, est un exemple flagrant. Le Capitole, justement, pris d'assaut, ce à quoi Qui décide de nos libertés ? Oui, qui décide de nos libertés ? C'est la vraie question. Ça vous choque, cette fermeture
du compte Twitter de Donald Trump. Ceci n'est pas du tout un acte de bienveillance vis-à-vis de Donald Trump que je déteste, mais c'est un constat d'inquiétude quant aux rapports de force qui peuvent exister entre les GAFA et les États. Du point de vue des libertés, d'un point de vue économique, du point de vue de la fiscalité aussi, il est certain que... Et aussi, je dirais, un point extrêmement important, et pour moi, c'est une reculade, c'est une régression épouvantable du point de vue de l'anonymat. Là, nous sommes sur un podcast qui est tout à fait... qui n'est pas anonyme, mais vous aurez constaté que l'anonymat règne sur les réseaux, alors que s'il est une conquête de la Révolution, c'est celle de la transparence. Les journaux, les brochures politiques d'avant la Révolution sont en général, et même de façon systématique, non signés. L'appartenance de l'auteur, je dirais la coexistence de l'auteur à un article, apparaît avec la Révolution française. Et elle va se développer au cours de tout le XIXe siècle. Donc, les libertés individuelles supposent, à mon avis, une capacité à dire ce qu'on est, du point de vue de l'historien et qui on est. Du point de vue de l'historien, c'est très important. Quand on essaye de comprendre un document, je parle du travail, de l'analyse des sources par un historien. On s'intéresse toujours au sujet de la source. Qui a écrit? Au fond, les trois questions que nous posons, c'est s'il s'agit d'une lettre, par exemple, c'est qui a écrit cette lettre, pour qui a-t-elle été écrite et quand a-t-elle été écrite et quels rapports peuvent exister entre l'événement dont il est question dans la lettre et la date de la lettre. Voilà. Le sujet du document est quelque chose d'essentiel. C'est essentiel du point de vue du travail de l'historien, mais je dirais que c'est aussi essentiel du point de vue de la démocratie. Après tout, le gouvernement français précédent a bien fait passer une loi contre le voile islamique. Ça relève exactement de la même attitude. C'est-à-dire qu'en démocratie, on ne peut pas avancer masqué. Même si, bien entendu, le secret reste quelque chose d'essentiel à l'organisation des pouvoirs d'État et je dirais même à l'organisation de la société tout entière. On ne peut pas vivre dans une transparence absolue. Mais à partir du moment où on décide de s'exprimer en public, alors on s'exprime tel qu'on est et en disant qui on est. Je crois que ça, c'est essentiel pour et dans un certain sens, les réseaux sociaux qui pratiquent l'anonymat à tour de bras constituent pour moi une régression démocratique. Donc vous faites en fait une corrélation entre l'anonymat et la perte de liberté individuelle. Oui, absolument. Alors je voudrais, Emmanuel de Vareskel, si vous voulez bien revenir encore à l'actualité, ce qui est en train de se passer. On a vu le Capitole pris d'assaut il y a quelques jours, une fin de présidence Trump qui stigmatise une société d'excès, d'emprise des réseaux sociaux, on en a parlé, de la communication, des fake news. Je voudrais aussi parler je fais référence à la polémique en France sur les vaccins, une énième polémique après tout ce qui s'est passé en 2020 et qui faisait qu'une moitié de la population doutait s'il y avait vraiment une pandémie ou pas. Votre regard d'historien par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est quoi ? S'agissant de ce qui se passe aux États-Unis, alors il faut restituer l'histoire des États-Unis dans le temps long, depuis la déclaration d'indépendance de 1776 et la première constitution fédérale de 1787, si mes souvenirs sont bons, qui institue d'ailleurs le Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants. Contrairement à ce qu'on peut penser, il existe une tradition assurée. Alors, je ne justifie rien, j'essaye simplement de donner un peu de profondeur et de contexte à ce qui vient de se passer au Capitole avec cet envahissement du Capitole par des partisans de Donald Trump. Contrairement à ce qu'on peut penser, il existe une tradition insurrectionnelle aux États-Unis. Le Capitole a subi des envahissements à plusieurs reprises. À commencer d'ailleurs par le bombardement anglais du Capitole et de la Maison-Blanche qui sont incendiés en 1814 par bateau sur le Potomac et par troupes terrestres. Et puis ensuite, à plusieurs reprises, le Capitole est envahi. En 1954, si mes souvenirs sont bons, ce sont des activistes portoricains qui réclament la liberté pour Porto Rico. Et à ce propos, à cette occasion, il y a quand même quelques membres de la Chambre des représentants qui sont blessés. Et puis ensuite, dans les années 80, des activistes d'extrême gauche entrent dans le Capitole également contre l'intervention américaine au Liban.
je crois qu'il y a eu une intervention et une tentative de minage du Capitole en 1915 par un pacifiste qui s'opposait à l'entrée en guerre des États-Unis du côté des puissances alliées européennes. Mais tout ça sur 2 siècles, c'est quand même assez rare. Ça veut dire que c'est quand même assez rare. Alors, de ce point de vue-là, nous n'avons aucune leçon à donner aux Américains parce que cette tradition insurrectionnelle, alors nous sommes tout de même les champions du monde de l'insurrection, et cette tradition insurrectionnelle qui vient tout de même, en ce qui concerne le cas français, d'une dichotomie et d'une tension qui naît de la Révolution même, entre 2 légitimités, une légitimité représentative et parlementaire, c'est l'Assemblée nationale, et une légitimité populaire de démocratie directe, que j'appellerais la légitimité de la rue, qui vont s'affronter pendant 200 ans au cours du 19e siècle et du 20e siècle, et qui vont donner lieu à de nombreux épisodes, à commencer par les journées révolutionnaires de la terreur, quand les sections parisiennes des sans-culottes marchent sur la Convention nationale, et tous les envahissements d'Assemblée nationale ou de Chambre de députés que l'on connaît à travers notre histoire assez mouvementée du 19e et du 20e. En 1848, en 1870, à l'occasion de la proclamation de la République après le Second Empire, en février 1934, quand les Croix de Feu marchent sur la Chambre des députés. Enfin, on pourrait en citer comme ça encore beaucoup. Ça commence d'ailleurs dès le 5 octobre 1789, quand les Poissardes et le peuple parisien marchent sur Versailles. La première chose qu'ils font avant d'envahir le château de Versailles, c'est d'envahir la salle des États généraux de l'hôtel des Menus Plaisirs, où siègent les députés anciennement de la noblesse, du clergé, du tiers-état. Tout ça pour ça, en fait. Quand je pense aux révolutionnaires les plus purs, s'il y en avait, et il y en avait certainement, ils seraient déçus aujourd'hui s'ils voyaient l'état de la France. De quel révolutionnaire parlez-vous ? Ah non, je suis pas historien, je vais pas vous dire, moi précisément, je vais pas rentrer dans le détail, mais je suis certain qu'il y avait des révolutionnaires qui avaient un bel idéal et qui voulaient changer les choses. Oui, bien entendu. Et cet idéal a existé en 1789. 89 est faite de climats très divers. Bien entendu, on est du côté du bonheur du peuple, de l'utopie, de l'enthousiasme, de l'énergie aussi. Mais ce climat-là n'est pas unilatéralement printanier. On est aussi du côté des revanches sociales, des rancœurs, du soupçon, de la haine et des fantasmes complotistes. Ça commence dès 89. Si vous le voulez bien, Emmanuel de Varesquiel, on va en reparler juste un tout petit peu après. Oui. Mais là, je voudrais finir sur ce volet de l'actualité. Cette tension, ce malaise qu'on sent en France aujourd'hui. Lorsqu'on a préparé ce podcast il y a quelques jours, vous m'avez dit, en fait, c'est parce que nous, les Français, ils ont raté leur révolution. Comparé aux Anglais qui, eux, me disiez-vous, l'ont réussi. Vous voulez dire quoi par là ? On peut revenir encore à plus loin. On peut dire, et quand on s'intéresse au débat intellectuel anglais de Burke à Thomas Paine sur la Révolution française, qui par ailleurs ne comprennent pas le catholicisme, mais qui pointent ce parallèle, ce rapprochement que je trouve assez intéressant. Et c'est un point de vue de Thomas Paine en particulier, qui par ailleurs est venu en France et a été élu député de la Convention nationale en 1792, qui pense que si la France a fait une révolution en 89, c'est parce qu'elle a raté sa réforme au XVIe siècle. Il y a un fil conducteur entre les tentatives de réforme françaises, le calvinisme, via le jansénisme au XVIIe et au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française de 89. Ça, c'est absolument certain. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la Révolution sans s'intéresser à ce qu'a été le catholicisme et l'institution catholique au XVIIIe siècle. Et au fond, ce catholicisme-là, il est assez paradoxal. Et je pense à cette réflexion du père de Lubac qui pointait bien ce paradoxe, qui dit de la chrétienté d'une façon générale, mais du catholicisme en particulier, qu'il est à la fois d'origine révolutionnaire, après tout, les fondations de la chrétienté sont révolutionnaires, et qu'il est en même temps une institution, et que toute la vie de la chrétienté a été peut se résumer par cette tension entre ces deux tendances, une tendance révolutionnaire d'un côté et une tendance institutionnelle de l'autre. Alors, Emmanuel de Varesquiel, vous consacrez une grande partie de votre vie à revisiter une période précise de l'histoire de France, celle qui va de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle. C'est à peu près assez large. Ouais. Oui, c'est quand même large, mais ça reste quand même assez circonscrit. Pourquoi cette passion pour cette époque ?
Alors, je me suis d'abord passionné pour la première moitié du 19e siècle et pour des périodes dites de monarchie constitutionnelle qui sont la Restauration et la monarchie de Juillet, parce que c'était précisément des périodes de transition. Comment est-ce qu'on réinvente une société à partir de la table rase de 89 sur des principes nouveaux qui sont ceux de l'égalité et de la liberté et dans le cadre d'un régime héréditaire et monarchique. Moi, je suis plutôt un homme de la mixité, non pas dans le sens intérêt pour des éléments, des cultures, des mondes très différents, pas dans le sens du grand lessivage, hein, bien entendu. Et donc, à cause de cette question qui était aussi celle de l'apprentissage politique de la France dans un temps qui était un temps apaisé de paix et de prospérité économique, et en particulier l'apprentissage parlementaire de la France, parce que l'apprentissage parlementaire n'est pas le fait de la Révolution française, il est le fait de cette première moitié du 19e siècle, et aussi probablement parce que je suis très sensible à la question des générations, à cause de ce chevauchement générationnel entre une génération que je connais bien, qui naît dans les années 1750, dont certains représentants comme Fouché ou Talleyrand ont été mes sujets de biographie, et une génération qui naît sous la Révolution ou tout de suite après, qu'on qualifiera très vite de génération romantique. Et cette coexistence de ces deux générations m'a très très vite fasciné. Et puis, cette période de la première moitié du 19e siècle est une période incroyablement littéraire. La littérature s'empare dans un certain sens de la société et de la politique. Depuis Balzac jusqu'à Stendhal, de Flaubert à Victor Hugo. Et pour cette raison-là aussi, à cause de cette extraordinaire capacité qu'ont les romanciers à sentir l'air du temps d'une époque sur laquelle ils écrivent, et parce que je m'intéresse aussi à la littérature, cette période a été ma période de prédilection. Et puis, il y a aussi des lectures. Je me suis aperçu très vite que, contrairement à ce que Bonaparte dit en 1799, après le coup d'État de Brumaire, la Révolution est terminée, elle s'achève aux principes qui l'ont commencé, la Révolution se poursuit et traverse tout le 19e siècle. Et la France reste profondément divisée entre ce qu'on appelait à l'époque l'ancienne France et la France nouvelle. Et donc, petit à petit, je me suis dit, étant donné que les débats hérités de la Révolution étaient omniprésents au XIXe siècle, j'ai eu envie d'aller y voir de plus près. C'est comme ça que je suis devenu progressivement un historien de la Révolution, de l'Empire, puis de la Révolution. Historien de la Révolution, et j'ai été personnellement bouleversé par l'une de vos publications parues en 2016, Juger la reine, où vous retracez les circonstances du jugement de Marie-Antoinette. Vous faites d'elle un portrait édifiant qu'on ne connaissait pas d'elle, que moi je ne connaissais pas. Elle meurt dans une dignité et une fidélité chrétienne étonnante. On fait un triple procès à Marie-Antoinette. Elle est une sorte de bouc émissaire qu'on a sous la main dans une situation qui est une situation de crise absolue d'une république qui a à peine un an, qui est née en septembre 92. Le procès a lieu en octobre 93. Entre-temps, le roi a été guillotiné le 21 janvier 93, place de la Révolution. Et la République se retrouve dans une situation pour le moins inconfortable, à la fois intérieurement et extérieurement. Elle est en pleine guerre civile. La Vendée se soulève, le Midi se soulève, Lyon s'insurge contre le pouvoir jacobin et montagnard parisien, mais aussi extérieur. Pour la première fois, la première coalition alliée contre la République entre sur le territoire français. Un certain nombre de villes du Nord sont prises. Paris est menacé. Et donc, comme toujours sous la Révolution, on cherche à légitimer ces difficultés. On cherche un bouc émissaire. Et le bouc émissaire tout trouvé, c'est Marie-Antoinette, qui est détenue à la Tour du Temple, que l'on sépare de son fils, que l'on transfère à la conciergerie et que l'on juge à partir du 14 octobre 93. Mais on ne juge pas une seule personne. On juge à la fois une reine ou une ancienne reine, on juge une femme et on juge une mère. Pourquoi on juge une mère? Et c'est probablement la part, je dirais, la plus sombre du procès de Marie-Antoinette. Parce que si on peut tuer Marie-Antoinette, que faire de l'hérédité monarchique?
Vous savez cette phrase, le mort saisit le vif, le roi est mort, vive le roi. Et donc, que faire du petit dauphin qui est toujours détenu à la tour du Temple, qu'on ne peut pas tuer? Et donc, on va procéder à ce que j'appelle dans ce livre une sorte de régicide moral. C'est-à-dire qu'on va, en humiliant la mère dans les rapports qu'elle entretient avec son fils, ces accusations atroces d'inceste qui lui est portée au cours de ce procès par Hébert, on coupe le cordon ombilical qui fait que le petit dauphin, qui est Louis XVII aux yeux de ses partisans, aux yeux des royalistes, meurt moralement plutôt que de mourir physiquement. Vous l'aimez bien, Marie-Antoinette? Alors, vous savez, la question n'est pas de savoir quand un historien s'empare d'un personnage, s'il l'aime ou s'il l'aime pas. Je dirais, à contrario, que j'avais une certaine antipathie pour elle. Au fond, j'étais, comme beaucoup, un peu la victime de la mémoire qui s'est emparée d'elle jusqu'au film de Coppola, de cette espèce de diva des sleeping dont on a fait d'elle, qui se roule dans ses chaussures, d'une femme légère, inconséquente, et aussi probablement la victime. J'ai été la victime je dirais des accusations qui lui ont été portées dès avant la Révolution française et sous la Révolution française, de femmes dispendieuses, de femmes qui précisément à cause de ces débordements sexuels qu'on lui prête, en arrive à des débordements politiques et prend la place du roi dans l'exercice du pouvoir. Tout ceci, c'est une tradition extrêmement prégnante. Elle était attaquée dès 1780. Le premier pamphlet qui sort sur elle, c'est Le lever de l'aurore, qui prend prétexte d'une promenade de la reine sur la terrasse de Marly, qui voulait voir avec ses familiers le lever du soleil. Ça commence comme ça. Il est probable d'ailleurs que les premiers pamphlets tournés contre elle naissent au sein même de la cour de Versailles. L'indépendance qui est la sienne, et elle est certaine, cette jeunesse qui est la sienne, n'oublions pas qu'elle est dauphine à 14 ans et demi ou 15 ans, et qu'elle est reine alors qu'elle en a à peine 20, indispose cette indépendance et cette jeunesse, et je dirais presque cette gaieté, et aussi ces habitudes qu'avait Marie-Antoinette d'une cour viennoise à Schönbrunn beaucoup plus familiale, beaucoup plus cocon familial, si j'ose dire, indispose une partie de la vieille cour de Versailles et crée des rancunes, sinon des jalousies et des haines. Et ceci explique en partie pourquoi les premiers tirs d'artillerie contre elle viennent de Versailles. Il y a aussi des raisons politiques, parce qu'elle incarne une alliance qui dérangeait certains. Alors, elle est en plus la victime d'une politique qui est mal comprise par les élites françaises, qui est celle du renversement des alliances de 1756, alors que l'allié traditionnel du royaume des rois de France est la Prusse, et que depuis des siècles, les Bourbons, les Valois plus les Bourbons, se battent, c'est le fameux précaré de Richelieu, se battent contre les Habsbourg depuis Charles Quint, qui sont présents à la fois en Belgique, en Autriche, en Espagne, en Italie. Et tout d'un coup, ce renversement des alliances indispose une partie des élites françaises qui ne la comprennent pas. D'autant plus qu'elle apporte assez peu de fruits. La guerre de 7 ans, la paix de Paris de 1763 est une paix désastreuse pour le roi Louis XV, et que ce fameux nouvel allié n'a pas été très coopératif ni très efficace dans la lutte que mène le roi de France contre l'Angleterre et contre la Prusse. Donc il y a, alors que Marie-Antoinette est choisie comme dauphine parce que précisément elle est, si j'ose dire, le ventre et la caution de cette alliance franco-autrichienne de 1756. Et donc, elle n'y peut rien, mais elle est dans un certain sens la victime de cette incompréhension-là. Et ça rajoute encore à la détestation que progressivement on lui a portée, une détestation d'ailleurs absolument incompréhensible, que progressivement on lui a portée dans les années 1780. Son testament, elle est très très digne dans son testament. Oui, elle est d'une très grande dignité. On se demande vraiment comment elle a pu écrire une lettre aussi extraordinairement maîtrisée et aussi extraordinairement profonde à quelques heures de sa mort, à sa sœur, ou plutôt à sa belle-sœur, Madame Élisabeth, qui était la sœur de Louis XVI, où elle confie ses enfants à sa belle-sœur, où elle leur demande de pardonner à ses bourreaux et où elle affirme sa foi catholique.
Cette lettre existe toujours. Vous savez, je l'ai eue entre les mains et je l'ai vue. Elle se trouve dans les dossiers du procès de Marie-Antoinette qui sont conservés dans l'armoire de fer, ce qu'on appelle l'armoire de fer du grand dépôt des Archives nationales dans le Marais à Paris. C'est très émouvant d'avoir une lettre comme ça entre les mains. C'est vraiment très émouvant. On peut parler un petit peu de la piété de Louis XVI aussi, pour le coup, puisqu'on parle de Marie-Antoinette, et on a le sentiment que effectivement, la foi catholique est très liée à l'histoire de France. Oui, bien sûr, mais par son éducation et par ses origines, Louis XVI est l'archétype du prince chrétien, du prince absolu et chrétien. Mais il ne faut pas prendre l'absolutisme dans le sens d'un despotisme. Les révolutionnaires ont confondu les deux. L'absolutisme, ça veut dire que toutes les décisions émanent d'une seule personne, qui est l'élu de Dieu, par le sacre de Reims et par loin du Seigneur. Mais ça veut dire aussi, cet absolutisme, qu'il s'exerce à travers une cascade de corps intermédiaires, à commencer par les conseils du roi, puis les parlements, puis les communautés de villes, de villages, puis les provinces, d'États, d'élections, de coutumes, de privilèges, les libertés du royaume, comme on le disait, qui atténuent infiniment cet absolutisme, cette décision qui n'est pas prise unilatéralement par un seul homme, mais qui, je dirais, est comme, non pas édulcorée, mais qui subit l'épreuve de ces conseils, de ces corps intermédiaires qui la transforment en partie. Pour vous, Louis XVI est un grand homme d'État ? Alors, j'ai une opinion assez nuancée. Contrairement à ce que certains biographes de Louis XVI pensent, je pense que ça a été un grand roi pour une partie de son règne. Un grand roi de guerre, après tout, à tort ou à raison, et ceci a conduit évidemment à la catastrophe du déficit des finances du royaume. Mais Louis XVI conduit, via le corps expéditionnaire français qui est envoyé auprès des insurgés américains, conduit une guerre contre l'Angleterre qui va l'amener à une paix en 1783 qui est une sorte de revanche sur la paix désastreuse que signe son grand-père Louis XV avec les Anglais en 1763, 20 ans auparavant. C'est le restaurateur de la marine française. Pour la première fois, la marine française bat la marine anglaise au large des côtes américaines. Je pense à la bataille de Chesapeake. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. C'est aussi un grand roi législateur. Et c'est un roi, certainement, qui n'a peut-être pas, qui a l'intelligence des réformes, mais qui n'en a pas le tempérament. Voilà. Et qui va tenter, pendant tout son règne, dans le sens d'une centralisation de l'administration du royaume, d'une uniformisation de cette administration, aussi d'une égalitarisation ou d'une égalité fiscale, qui va tenter des réformes. De Turgot à Calonne, toute l'histoire du règne de Louis XVI est l'histoire de réformes finalement en partie avortées. Et si la révolution advient, c'est précisément parce que Louis XVI se heurte à ces fameux corps intermédiaires dont on parlait tout à l'heure, et en particulier au Parlement. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est une part du règne de Louis XVI. Il se trouve qu'il existe une conjonction de coordination à partir de 1787 entre les événements tels qu'ils vont advenir, c'est-à-dire la montée en puissance de l'opinion, la contestation, le mécontentement général qui s'empare du royaume au fur et à mesure des années 1780, et la situation à la fois politique et personnelle du roi. La situation politique du roi, elle est celle d'un roi extrêmement isolé à partir de 87, car si Louis XVI règne, il règne selon un système qui est un peu hérité de celui de son ancêtre Louis XIII, que j'appellerais le système du ministériat. Il règne en accordant sa confiance à un principal ministre, qui ont été Maurepas, puis Vergennes, son ministre des Affaires étrangères, puis Calonne, son contrôleur général des finances. À partir de 87, Vergennes meurt, Calonne est renvoyé, et Louis XVI n'a plus de principal ministre. Il est obligé de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de prendre à contre-cœur Jacques Necker, qui sera l'un de ses derniers ministres des Finances, qu'il n'aime pas, dont il se méfie. Ses conseils sont profondément divisés. Son armée, pour toutes sortes de raisons, est en partie, en marge du système. Son administration, à commencer par les intendants qui sont sous l'influence du mouvement des Lumières,
sont réticents à appliquer ces mesures. Et donc, de ce point de vue-là, le roi est nu. Mais il est 2 fois nu, dans la mesure où sa situation familiale également est tragique. Alors même que le roi convoque les États généraux et que les députés se rassemblent à Versailles Il perd son fils. en mai 1789, il perd son fils aîné, le dauphin, à Meudon, le 4 juin 1789, et on peut imaginer le choc psychologique que ça a pu être pour lui. Et donc, il y a une sorte de double effondrement, un effondrement politique d'un côté, un effondrement psychologique et sensible et familial de l'autre, qui font que le roi est parfaitement démuni face à la Révolution, qui va beaucoup plus vite qu'il ne peut la comprendre et qui très très vite le dépasse absolument et complètement. Emmanuel de Varesquiel, j'aimerais vous poser une question. On a parlé d'un monarque catholique, de Marie-Antoinette, profondément catholique. Vous-même, historien, chrétien, je voudrais savoir comment vous réagissez. Là, je vais faire un grand bond dans l'histoire. Lorsque le pape Jean-Paul II dit en France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Vous réagissez comment? Je ne sais pas quoi vous répondre. Bien entendu, qu'as-tu fait de ton baptême, mais qu'as-tu fait de ton baptême? Je le prends. Fille aînée de l'Église, après tout, ça correspond à une situation, à un contexte qui était celui de la monarchie. Et alors, on peut reprendre l'expression parce que elle désigne un moment du catholicisme français vis-à-vis de Rome. Qu'as-tu fait de ton baptême? Là, je suis tout à fait d'accord. Fille aînée de l'Église, c'est un peu anachronique, si vous voulez, du point de vue de l'expression. Ça correspond, encore une fois, à un temps de l'histoire qui n'est plus aujourd'hui. Je voudrais savoir quelle est votre analyse ou votre constat de l'état de la laïcité aujourd'hui. Cette laïcité, on a l'impression qu'elle arrive à bout de souffle, celle qui a été si importante pendant tout le XXe siècle. Aujourd'hui, alors au moment où on parle des identités, des communautarismes, des montées des extrémismes, des religions, on a l'impression que la laïcité est à bout de souffle et que quelque part, on a perdu le fil, on a coupé nos traditions. Oui, alors écoutez, moi je suis plutôt un partisan des lois de séparation de l'Église et de l'État. Après tout, il suffit de relire le Nouveau Testament. Mon royaume n'est pas de ce monde. Rendez à César ce qui appartient à César. Ça me paraît une situation très saine. La laïcité telle qu'elle est revendiquée et pratiquée aujourd'hui, et probablement à travers cette loi qu'on nous prépare, n'a plus rien à voir avec celle de 1905. Ça, c'est mon point de vue. Si l'on se réfère au texte de 1905, la laïcité, c'est un cadre et une règle du jeu. Celui qui était au ciel et celui qui est sur la terre. On fait la distinction entre les deux. On fait la distinction entre le ciel et la terre. Très bien. Le problème, c'est que pour des raisons qui sont d'ailleurs extérieures au catholicisme, Dieu sait que le combat entre le catholicisme et la République a été long et rude, mais pour des raisons qui lui sont extérieures, qui s'expliquent par la montée en puissance d'autres confessions, cette laïcité devient une laïcité de combat et devient une sorte de combat en faveur de l'athéisme contre les confessions, quelles qu'elles soient. Et ceci me gêne. Je pense que la laïcité, le principe même de la laïcité, c'est qu'elle reste absolument neutre. Et encore une fois, qu'elle ne soit qu'un cadre et une règle du jeu au sein de cette République laïque et, dit-on, indivisible, qui est notre République française. Pour moi, la laïcité, ça correspond peut-être au premier vers de ce magnifique poème d'Aragon qui s'appelle La Rose et le Réséda, où Aragon parle de 2 résistants, l'un qui était incroyant et l'autre qui était croyant, et ça commence par celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Voilà, la laïcité, c'est le respect de ces 2 mondes-là qui coexistent dans la bienveillance, dans la compréhension et dans le respect. Et lorsque, par exemple, en pleine mesure contre le coronavirus, le gouvernement décrète qu'il y aura 30 personnes qui pourront rentrer dans une église, que ce soit une chapelle ou une cathédrale, ça paraît complètement absurde. On a l'impression que c'est... Non, mais au-delà des chapelles et des églises, toutes ces étiages, ces numerus clausus, ces confinements et autres commencent à me courir un peu sur le haricot, pour utiliser une expression triviale. Et je ne dois pas être le seul.
Alors, Emmanuel de Varesquel, lorsque votre dernier ouvrage 7 jours, paru en septembre 2020, retrace les 7 jours qui ont vraiment fait la révolution de 1789, parce qu'on a tort de focaliser uniquement, évidemment, sur le 14 juillet, lorsque vous faites un travail comme celui pour 7 jours, est-ce que vous avez uniquement le désir d'un chercheur qui va fouiller toute une partie de l'histoire qui lui tient à cœur, ou il y a un enseignement que vous voulez apporter par rapport au temps que nous vivons? Non, on cherche pas, on cherche à comprendre. Vous savez, l'histoire se sépare de la mémoire en ceci qu'elle est l'apprentissage de la complexité par la distance, l'analyse critique, le croisement des sources, la recherche des sources. La mémoire, c'est subjectif, c'est de la haine ou de l'amour. La mémoire est un peu la fille du hasard. Elle est constituée de toutes sortes de choses qui vous arrivent et qui ne relèvent pas de la raison, mais de la subjectivité. Alors, le travail de l'historien, c'est précisément de traverser ce miroir-là, de traverser cette épaisseur mémorielle de la mémoire et d'aller à l'histoire, c'est-à-dire d'aller à ses sources. Moi, je suis profondément un homme de source. J'aime beaucoup cette phrase d'André Breton dans Clair de Terre. Elles gisent encore là, les traces de l'étincelante armure. Nous sommes à la recherche de l'étincelante armure. On part à la chasse au trésor. Il y a un côté enquêteur en nous, un côté un peu Nestor Burma. Donc, on est censé travailler avec des sources et conserver un rapport aussi honnête et humble que possible avec les sources dont on dispose et aussi critique que possible. Pour moi, c'est la part essentielle du travail de l'historien, cette honnêteté par rapport à ses sources. Alors, ceci ne veut pas dire que les sources inédites sont absolument essentielles. Vous savez, très souvent, l'historien n'est pas dans une tour d'ivoire. Il a un questionnement, il pose des questions à son sujet qui ne sont pas forcément celles de son prédécesseur. Vous avez très gentiment mentionné que j'étais le biographe de Talleyrand. Georges Lacour-Gaillet, qui a été un très grand biographe de Talleyrand dans les années 1930, qui étaient des années marquées par le conflit franco-allemand, ne pose pas les mêmes questions à Talleyrand que les questions que je lui pose à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, dans un contexte qui est plutôt le contexte des difficultés d'une construction européenne, par exemple, ou un contexte de mondialisation. Donc, on est sensible à la fois à l'ère du temps dans lequel on vit, nous autres historiens, mais on doit évidemment aussi être sensible à l'ère du temps sur lequel on travaille. Sensible et honnête, j'insiste. Et au bout de cela, ce qui apparaît, c'est évidemment pas la vérité qui sort toute nue du puits. Les discours qui disent le vrai de l'histoire et qui se contredisent les uns les autres ne sont pas la vérité historique. Ce à quoi on peut arriver, c'est à ce que j'appellerais une certaine justesse d'appréciation d'une époque ou d'un personnage. Je préfère le mot justesse au mot vérité. Quand on lit vos livres, on a l'impression que vous y étiez. Alors ça, vous savez, l'écriture de l'histoire est une écriture paradoxale ou mixte. Elle est à la fois, elle est d'une part la résultante, je dirais, d'un travail, moi je dirais plutôt artisanal, d'une méthode et d'un travail scientifique de l'historien. C'est précisément le travail de recherche de ces sources, de mise en comparaison de ces sources qui sont de nature très différente et qui correspondent à des temps très différents, d'une part, et d'autre part, c'est un homme d'écriture qui doit mettre en récit, tout en respectant son analyse, le résultat de ses recherches. Ce qui veut dire forcément opérer des choix, mettre le point sur certains i et pas sur d'autres, faire l'impasse sur certains moments en cas de biographie de la vie de son personnage. Donc voilà, c'est une quadrature du cercle, l'écriture de l'histoire, entre le travail de recherche, la méthode d'un côté et l'écriture de l'autre. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la construction d'un livre, et c'est le passage le plus délicat et le plus compliqué. Comment construire de la façon la plus juste possible un livre, que ce soit un essai sur une période ou une biographie. Si vous voulez bien, Emmanuel de Varesquel, on arrive à la fin de cet entretien. Je voudrais vous poser encore une question sur votre, moi aussi, parce que c'est passionnant. Votre foi chrétienne, elle n'a jamais été mise à mal par vos recherches et vos découvertes est-ce que ça vous avait jamais fait douter de votre foi, tout ce que vous découvriez et tout ce que vous exploriez? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que s'il fallait mettre sa foi à l'épreuve des événements
si ondoyant et des conjonctures si changeantes auxquelles je m'intéresse, ce serait fait depuis longtemps. Je pense pas que on est dans des comment dire dans des ordres de choses et des mondes et des univers qui sont absolument différents. Pas de conflit entre le croyant et l'historien? Je répondrai de façon assez directe et simple. Au fond, ce sont deux ordres, deux mondes différents qui ne se chevauchent pas. Donc, il n'y a pas d'incidence de l'un sur l'autre. Et puis, je dirais aussi quelque chose, c'est que je pense que l'exercice privé de la foi, d'un côté, vous empêche, lorsque vous êtes au travail comme historien, d'avoir un schéma et d'appliquer des schémas ou des principes idéologiques ou idéologisés sur les périodes sur lesquelles vous travaillez. Je pense que c'est un très bon antidote à cette tentation de l'idéologie. Vous me disiez même que c'est presque ce qui peut dégoûter des idéologies. Dégoûter, peut-être pas, s'en méfier sûrement. Et votre regard sur l'Église qui est à mal aujourd'hui, mais il y a des temps dans l'histoire où elle a été très mal aussi. Vous voyez comment aujourd'hui le présent et l'avenir de l'Église au regard de l'histoire? Je trouve qu'on s'achemine de plus en plus vers un catholicisme de la raison, au fond un catholicisme presque des Lumières, un catholicisme raisonné. Et je compare la façon dont la jeune génération exerce sa foi par rapport à celle de mes parents ou de mes grands-parents. On était beaucoup plus du côté de la foi du charbonnier, dans un certain sens. On l'est de moins en moins, et je trouve aussi qu'il y a une organisation d'un point de vue social. Je vois par exemple l'évolution des ordinations à la prêtrise. On voit tout de même les évolutions sociales à l'œuvre. Les ordinations, du point de vue des origines sociales des prêtres, ne sont plus les mêmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Ne sont plus les mêmes aujourd'hui que ce qu'elles étaient au début du XXe siècle. Ceci ne m'inquiète pas plus que ça. Je ne suis pas pour autant un retour aux catacombes, mais je suis pour... toutes les routes mènent au Seigneur et à Rome. Et je suis pour l'exercice, dans le cadre évidemment de l'institution catholique, je suis pour l'exercice aussi libre que possible de sa foi. Et ceci est infiniment variable, dépend de tempérament, d'une culture, d'une sensibilité, d'origine, de toutes sortes de choses. Et la déchristianisation de l'Europe vous inquiète? Je dirais qu'elle ne m'inquiète pas ni ne me réjouit, elle m'attriste et au bout du compte m'est un peu indifférente. Pourquoi? Parce que je suis plutôt de ce point de vue-là du côté du père de Foucault que du côté de l'Église institutionnelle. Je suis plutôt du côté du désert. En tout cas, c'est ma sensibilité propre. Nous croisons avec vous de grands personnages de l'histoire qui nous ont tous marqués personnellement. Nous n'avons malheureusement pas le temps de parler de chacun d'entre eux, mais s'il y en a un que j'aimerais citer parce que mes racines bretonnes et malouines parlent ici, c'est Chateaubriand. C'est évidemment, ça c'est assez trivial de dire ça, mais un écrivain majeur du début du 19e siècle, mais je l'aime pour des raisons qui tiennent à son tempérament, à sa personnalité, à cette valse hésitation qui a toujours été la sienne entre le monde, la politique et le rêve et la littérature. Et au milieu de cette valse hésitation, à sa capacité extraordinaire de se réinventer, en particulier dans ses mémoires d'outre-tombe. Ce qui n'exclut pas une part de cabotinage d'ailleurs. Mais l'épisode par exemple qu'il raconte de son passage à Gand en 1815 et de ses promenades dans la campagne belge le 18 juin 1815 alors que le sort de l'Europe se joue à Waterloo et qu'il prétend entendre les canons de Waterloo gronder dans le lointain est typique de sa façon extraordinaire, magnifique par la langue, de réinventer le réel. Le Chateaubriand que je préfère, c'est peut-être au-delà des mémoires d'outre-tombe, c'est peut-être le Chateaubriand de la vie de Rancé. Et je pense à cette phrase dans son introduction à la vie de Rancé, que je trouve absolument magnifique, et qui est la suivante. « Le cœur se brise à la séparation des songes, tant il y a peu de réalité en l'homme. » Et ça, j'y adhère absolument.
Emmanuel de Vareskel, je voudrais vous remercier de tout cœur d'avoir participé à cette rencontre. La plupart de vos ouvrages sont publiés aux éditions Taillandier. J'invite les auditeurs à mieux connaître votre œuvre passionnante, en commençant pourquoi pas par la plus récente, 7 jours, dont nous avons parlé pendant cet entretien, et qu'on lit comme un roman, un excellent roman, sauf qu'il n'est pas une fiction du tout. Le lien vers 7 jours est donné dans le descriptif de cet épisode. Juste avant de nous quitter, je voudrais savoir si vous auriez un message à transmettre aux auditeurs de ZTO qui sont des chrétiens. La plupart des Français, ils sont inquiets de ce qui est en train de se passer, de cette entrée en 2021, un monde déstabilisant. Vous avez quelque chose à leur dire ? Alors je pense vous savez, au Moyen-Âge, à l'époque de la chevalerie, il était d'usage d'avoir un cri d'armes ou un cri de guerre. Alors on en connaît Noël, Montjoie, Saint-Denis. Et il y en a un qui a probablement été réinventé par une sculptrice légitimiste sur laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Félicite Fauveau, qui a inventé un peu ce qu'on a appelé par la suite le néo-gothique, qui a eu droit à son exposition à Orsay d'ailleurs il y a quelques années, et qui a créé un extraordinaire objet qui se trouve d'ailleurs exposé au musée d'Orsay, et qui est un objet en bronze polychrome qui s'appelle la lampe de Saint-Michel, où l'on voit Saint-Michel entouré de sa bannière, c'est-à-dire de ses chevaliers bannerets. Et sur l'une de ces bannières est inscrite un motto médiéval qu'elle a probablement inventé, mais que j'aime beaucoup, et qui a un lien direct d'ailleurs avec le Nouveau Testament, qui est « Vaillant, veillant, veillant, vaillant ». J'aime beaucoup cette phrase. Alors ce sera la conclusion de cet épisode. Merci infiniment Emmanuel de Vareskel. J'étais vraiment très heureux parce que ce regard historique, c'était tout à fait nouveau pour OZTO, et je pense que c'est très important aussi d'avoir un regard sur nos racines. C'est aussi la manière de mieux préparer sans doute l'avenir. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci.